Dans notre industrie, il existe une règle écrite nulle part, mais qui se vérifie toujours. Quel que soit le soft, il existe un projet open source qui fait la même chose, ou en tout cas qui essaye de faire la même chose. La concurrence est parfois féroce et parfois le projet open source est même loin devant ses concurrents. Face aux mastodontes que sont Unreal Engine et le challenger Unity, il se devait donc d'y avoir un acteur open source. Mais alors, Godot tient-il la route? Comment se crée un jeu en 2022 et surtout, le choix de moteur importe-t-il? Pour répondre à ces questions d'outils, je ne reçois pas Mario Bros, mais il s'y connaît en passage secret. Nathan, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Nathan, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Je suis le fondateur d'une petite entreprise qui s'appelle GDQuest et on enseigne la création de jeux vidéo à l'aide d'un moteur de jeu, d'un outil de création de jeux vidéo qui s'appelle Godot, qui a la particularité donc d'être open source. Godot, c'est un environnement de développement complet pour créer des jeux, qu'ils soient en 2D ou en 3D, et voire même on peut créer aussi des applications avec ça. Pour vous donner un exemple, dans les voitures Tesla, aujourd'hui, il y a des animations, il y a un écran avec un certain nombre d'animations, et des gens ont trouvé que ça utilisait Godot, justement, ils ont retrouvé le format de fichier d'animation de Godot. Voilà. Canon. Alors effectivement, donc, je te reçois aujourd'hui pour parler de Godot. On a déjà fait un épisode sur FTTD il y a quelques temps, où on a parlé de Unity. Donc pour ceux qui n'auraient pas forcément écouté cet épisode, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'est un moteur de jeu comme Godot? La majorité des devs, on est habitué à la notion de framework. Est-ce que Ouais. ça se rapproche d'un framework ou c'est quelque chose d'un peu plus complexe ou évolué que ça? Alors, c'est le parallèle avec un framework se fait tout à fait. Euh, on va dire qu'un moteur de jeu, c'est presque plusieurs frameworks en un. On peut le voir comme ça. C'est un outil qui va permettre de créer des jeux. On va dire tous les aspects de la création d'un jeu vont faire partie d'un moteur de jeu, typiquement. Donc la gestion de la physique, comment est-ce que les personnages réagissent quand ils rentrent dans un mur ou quand ils accélèrent, ils décélèrent. L'audio, la partie networking, la partie graphique, qu'elle soit 2D ou 3D, comment on va montrer une image à l'écran, comment est-ce qu'on va montrer des modèles, des animations, ce genre de choses. La création de l'interface aussi. Et puis les moteurs type Unity, Unreal, donc pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous avez sans doute vu les logos, ou Godot, on va avoir un éditeur complet. Euh, Typiquement un éditeur qui va permettre de créer des niveaux, qui va permettre de créer des scènes. Et puis dans le cas de Godot, c'est un moteur qui a son propre langage de programmation, et donc il y a un éditeur de code dans l'éditeur de jeu. Donc il y a quand même une grosse partie de code sur un projet dans Godot, où au final on peut quasiment faire un jeu complet sans écrire la moindre ligne de programmation. Non, alors c'est vraiment un moteur où on va programmer. Euh, il y a un langage haut niveau qui s'appelle GDScript qui a été créé pour coder des jeux vidéo. On va pouvoir créer des scènes à partir d'objets qu'on va créer visuellement. Ces objets vont permettre d'afficher une image, de jouer un son, de créer des animations, ce genre de choses. Et puis, à ces objets, on va pouvoir leur attacher un script. Euh, et dans ce script, on va pouvoir écrire des instructions, du code impératif orienté objet, qui va permettre de prendre contrôle de ces objets qu'on a créés dans l'éditeur, qui dans Godot sont appelés des nœuds. On a un arbre de nœuds qui compose notre jeu. Ok.
Euh, mais du coup, avec ce panel de métiers, parce que j'imagine que dans un jeu vidéo, même quand tu le fais avec Godot, tu as des scénaristes, des graphistes, des animateurs et donc aussi des devs. Euh, Comment est-ce que ce travail du coup très collaboratif se construit dans Godot? Est-ce que tu utilises du versionning bête et méchant avec un GitHub ou est-ce qu'il y a une mécanique qui est déjà aussi inclue dedans dans ce côté très multitâche de l'équipe? Uhum. Non, on va utiliser du versionning. Comme sur à peu près n'importe quel moteur de jeu, c'est nécessaire pour il faut toujours un moyen de stocker à la fois les fichiers visuels, les images, les modèles, les sons du jeu, euh, et le code, et de pouvoir garder les versions de tout ça, parce que ça change beaucoup dans un jeu vidéo. On jette beaucoup de choses à la poubelle quand on crée des jeux, et il faut pouvoir retourner en arrière, annuler une chose qu'on a faite ou autre. Euh, et puis, euh, Godot en particulier a été pensé à la base pour les petites équipes. Ça a été créé au sein d'un studio de jeux vidéo argentin. Et il a été pensé pour avoir tous les formats de fichiers dans le moteur quand on crée le jeu. Ils vont être au format texte, ce qui les rend assez euh, compatibles Manipulable. avec un outil comme Git pour la gestion de version, et donc y compris les scènes, les niveaux qu'on fait, les animations, etc. Et ensuite, quand on exporte le jeu, ils sont convertis dans un format binaire pour être un petit peu plus efficace au chargement et prendre un petit peu moins de place. Mais donc, pour, on va dire, la collaboration, euh, prenons le cas d'un artiste dans Godot, il va pouvoir utiliser principalement créer des scènes, créer des animations, placer des images, etc. Et puis après, un collègue développeur va pouvoir ajouter du code. Et Godot axe vraiment beaucoup sur la composition. Donc, on va pouvoir faire, par exemple, une scène qui va une scène dans Godot, pour expliquer, ça peut être un personnage, une porte, un niveau complet, euh, un univers complet du jeu, une interface, ce genre de choses. Voilà, une scène, ça peut être toutes ces choses-là. Et on va pouvoir créer des instances de ces scènes et les composer. Et donc, un programmeur va pouvoir créer une scène personnage qui va avoir le code de mouvement, la gestion des touches de clavier, du gamepad, ce genre de choses. Et puis, séparer dans une autre scène les animations du personnage, toute la partie visuelle, et il va pouvoir les composer ensemble. Ce qui fait que l'artiste va pouvoir travailler sur les animations du personnage sans jamais créer de conflit avec la scène qui contient le code. Voilà, c'est typiquement ce genre de flux de travail qu'on va avoir dans Godot. Ok. Euh, Avant du coup de creuser un peu toute la création de jeux vidéo en tant que tel, Mhm. j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur Godot. Donc, tu nous as dit que ça a été créé par un studio de jeu en Argentine. Oui. Euh, c'est- Comment on en est venu? Parce que tu vois, Unreal Engine, bah, moi je pense du coup à toute la machinerie qu'il y a derrière, tous les dollars qui ont été investis dans la création d'un moteur qui me paraît d'une complexité absolument hallucinante. Ouais. Unity aussi, c'est un moteur qui est quand même d'une complexité assez folle. De ce que je comprends, avec Godot, tu peux aussi faire des jeux de tout type et aussi d'une complexité assez dingue. Comment on en est venu à en faire quelque chose d'open source, d'accessible comme ça gratuitement à toute personne qui a envie de faire un jeu vidéo, quel que soit son niveau de complexité? Mhm. Alors, l'histoire de Godot, c'est qu'il a été créé donc, pour faire des jeux pour des clients euh, par ce studio de jeu. Donc, ce sont deux ingénieurs qui ont créé le moteur. Euh, et puis, sur environ 7, 8, 9 ans, le moteur a évolué pour réaliser les jeux de l'entreprise. Et il est devenu un peu généraliste comme ça. Là, au départ, c'était un outil peut-être un peu plus spécifique, un petit peu plus limité. Et puis le studio en question, un jour, a fermé et ils ont décidé de donner Godot à la communauté, dire allez-y, faites-en ce que vous voulez. Et le cofondateur, le co-créateur du moteur, euh, a décidé de continuer à travailler dessus. Et puis rapidement, on a vu un certain intérêt parce que, bon, il faut voir qu'il y a énormément de frameworks pour la création de jeux ou de librairies qui sont open source. Cependant, un moteur complet avec un éditeur dans la veine d'un Unity, d'un GameMaker, qui est un autre outil, ou d'un Unreal Engine, euh, aussi complet, à la sortie de Godot, il n'y en avait pas. Donc il y a eu un certain engouement autour de ça, par la communauté open source, par aussi un certain nombre de développeurs qui ont vu un potentiel.
C'était pas très affiné au début, mais voilà, il y avait, le potentiel était là. Et puis, le co-créateur du projet donc, a porté ça à bout de bras. Et puis petit à petit, les gens sont venus contribuer, comme ça arrive parfois sur des projets open source à succès, ce qui l'a fait grossir et gagner en complexité. Au début, c'était un moteur à la fois 2D et 3D dès le départ, mais c'était vraiment la partie 2D qui était très bonne. Et encore aujourd'hui, la partie 3D, c'est en fait la partie la plus complexe, et c'est celle qui demande le plus de travail, et on va dire, elle devrait arriver à maturité avec la version 4 du moteur qui doit sortir sans doute l'année prochaine, en début d'année. Euh, et il a fallu donc, entre la sortie open source de Godot et la maturité du moteur 3D, on va arriver quasiment à 10 ans de travail. Euh, et en fait, pour la 2D, il n'y a pas besoin d'autant de travail de développement. Et puis, il y a plein de jeux encore aujourd'hui qui se font en 2D. Euh, et notamment des jeux, comment dire, un moteur comme Unity répondait pas euh, à comment dire, Unity permet de faire des jeux en 2D. Et il a des outils pour ça, mais c'est un moteur 3D principalement à la base. Et ce que Godot a, c'est qu'il a des moteurs 2D et 3D qui sont séparés. Et ça permet un flux de travail et des outils qui sont un petit peu plus optimisés pour la 2D, ce qui a intéressé pas mal de monde et ce qui a permis de porter le moteur et de le pousser à s'améliorer constamment. Euh, donc, je dirais, voilà comment on arrive à cette complexité. C'était pas forcément aussi complexe que ça au début, et comment on arrive à avoir un moteur qui permet de créer tous ces types de jeux. Ok. Et donc, du coup, cette évolution de cette complexité, donc ça a été fait au travers d'une communauté. Est-ce que Mhm. donc tu nous as dit qu'il y a un créateur qui est encore sur le projet de ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Euh, est-ce qu'il a encore, on va dire, une mainmise sur le projet ou aujourd'hui c'est vraiment une communauté très très large qui gère les évolutions? Tu vois, comment est-ce que cette communauté interagit sur ce projet? Ah, ah. Au tout début, le projet a suivi le modèle ce qu'on appelle le dictateur bénévole, ce qu'on va retrouver par exemple ce qu'on a retrouvé longtemps sur le langage Python, où c'était Juan, donc le lead développeur du projet, qui disait ça, ça rentre dans le moteur, ça non. Et puis avec le temps, avec l'augmentation de la complexité du projet et puis du nombre d'utilisateurs qui avaient des besoins très différents, il a fallu déléguer un petit peu plus. Et donc maintenant, Godot a une sorte de comité. Alors il y a toujours des personnes qui ont la responsabilité de telle zone du moteur, mais à la fois, il y a un groupe qui va communiquer avec la communauté pour voir un petit peu quels sont leurs besoins, ou si il y a un processus qui est un peu trop, on va dire, dictatorial pour la communauté, c'est-à-dire bah, il y a un maintainer, un développeur en charge euh, d'un certain système de Godot qui a dit non à ça, mais bon, la communauté pense que vraiment il y en a besoin, etc. Donc on va dire, il y a tout un système pour euh, une sorte de... Ah, De, pas de de contrôle, diplomatie. euh, pas de diplomatie, de pas de validation? négociation. Ah, Excusez-moi, je cherche mes mots. Qui va permettre de faire remonter les informations de la communauté et puis de faire vivre tout le monde bien ensemble. Il y a aussi un système de propositions que les utilisateurs peuvent faire, qui est le système principal aujourd'hui pour suggérer des nouvelles fonctionnalités ou des améliorations au moteur. Parce que il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le temps pour tout avoir, d'une part, mais aussi toutes les idées que les gens ont sur un logiciel open source comme ça, avec énormément d'utilisateurs aujourd'hui. On doit être en dizaines, voire centaines de milliers d'utilisateurs actifs. On n'a pas les données, mais il y a beaucoup d'activités autour de Godot. Euh, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ce truc, ce serait très bien et ce serait très bien pour leur projet, mais c'est pas forcément très bien à avoir dans le cœur de Godot parce que ça ajoute du travail de maintenance, ça ajoute une dette technique. Et donc, les utilisateurs vont devoir faire des propositions, expliquer quel est le problème qu'ils ont, quelle fonctionnalité ou de quelle manière ils pensent qu'on pourrait résoudre leurs problèmes ou répondre à leurs besoins. Et d'autres utilisateurs vont venir participer à la discussion, dire c'est très bien, on veut ça, et puis si beaucoup de monde le veut, si beaucoup de monde en a besoin, bah, ça va finir dans le moteur. En général, c'est comme ça que ça se passe maintenant. ok. Et il n'y a pas eu de scission encore dans cette communauté,
un fork massif qui a emporté toute une partie de la communauté là-dessus. Non, non, il n'y a pas. Il y a toujours des personnes à un niveau individuel qui sont. Il y a un conflit entre deux personnes, par exemple, ou un conflit entre un membre de l'équipe de Godot et puis un membre de la communauté ou un petit groupe. Mais donc, il y a cette espèce de comité qui est là pour aider à résoudre les choses et faire que ça se passe bien. Et puis, globalement, les gens sont très contents du développement de Godot. Ces systèmes de propositions, justement, bah, il y a des choses qui tardent à venir dans le moteur et puis on se dit, voilà, on aimerait vraiment avoir ça, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont ajoutées par ailleurs. Donc même si on n'a pas le truc qu'on aimerait vraiment, vraiment voir dans Godot, bah, il y a plein d'autres trucs qui sont quand même très chouettes, qui font que les gens sont relativement contents. Et puis le développement est très rapide. Donc le truc, c'est que faire une fork du moteur aujourd'hui, ce serait très difficile parce que le projet principal a une inertie très importante. Ok. À quel point est-ce que c'est du coup, un framework, hein, je prends le terme, pour tous les développeurs qui sont plutôt habitués à développer pour le web ou pour des applications mobiles ou desktop? À quel point est-ce que le framework Godot est modulaire et du coup, on peut ajouter peut-être des plugins, des modules, des gemmes, enfin, ça dépend comment est-ce que enfin, chaque Ouais. langage a un peu sa notion de package. Est-ce que du coup, on peut l'améliorer comme ça avec des plugins qu'on peut trouver sur Internet et qui sont des antichambres, on va dire, de features avant que ce soit implémenté de manière native dans le framework? Absolument, ouais. Alors, le système de plugin est justement l'un des gros points forts de Godot à plusieurs niveaux. Il y a les plugins qu'on peut mettre dans l'éditeur. C'est comme des packages tout simples. On va télécharger ça dans le dossier add-on de Godot. Et ça va permettre d'avoir soit des outils qui vont modifier l'éditeur de jeu, donc rajouter un outil pour faire des niveaux plus vite, ou un outil pour écrire la narration, ou ajouter un éditeur de dialogue à son jeu. Il y en a un qui est très très bien fait open source pour ça, par exemple. Euh, Ces outils vont pouvoir donner accès à des nouveaux scripts qui vont s'enregistrer dans l'éditeur et qui vont créer des nouveaux types d'objets de jeu. Donc on peut imaginer un plugin qui va créer des voitures, et puis on peut créer un objet voiture directement dans Godot. Euh, donc ça, cela existe aussi. Ensuite, le moteur étant open source, on peut créer des modules au moteur, donc des plugins vraiment du code source du moteur, sans avoir à toucher au moteur. On va pouvoir utiliser toute l'API en C++ directement, compiler sa version du moteur. Ça, c'est très bien pour les entreprises, pour les studios qui vont utiliser Godot, qu'il y a un certain nombre de personnes qui utilisent ça. Et puis, il y a un système de binding dynamique qui s'appelle aujourd'hui GD Native, GD Extension dans la prochaine version de Godot, qui permet d'écrire du code en utilisant toute l'API, tout le framework, mais plus ou moins dans le langage qu'on veut. Il y a un certain nombre de bindings qui sont créés par la communauté. Le plus mature, on va dire, c'est en Rust. On va pouvoir utiliser aussi C ou C++ qui sont les bindings officiels. Et puis, il y en a quelques autres. Sur Godot 3, on a le JavaScript, il y avait le Python, le Lua, bref, en fonction des langages NIM aussi, en fonction des langages que les gens utilisent, ils ont créé les bindings. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut créer du code, par exemple, qui va avoir des performances natives ou presque, sans avoir à recompiler le moteur. On va créer un DLL et Godot va être capable de l'utiliser à un coût de performance qui est moindre, euh, euh, enfin qui n'est pas trop grand par rapport à compiler le moteur avec du code C++. Et puis ça permet d'utiliser donc du Rust, du NIM, d'autres langages qui sont peut-être un peu plus modernes ou un petit peu plus cool à utiliser que le C++. Ouais, carrément. Et est-ce que du coup, ça veut dire aussi que tu as une facilité à porter ton jeu que tu as fait avec Godot sur un ensemble de plateformes? Alors ça, c'est déjà géré maintenant par les moteurs type Unity, Godot, GameMaker. L'export sur différentes plateformes, il est globalement géré par le moteur et il est grandement simplifié. Euh, Dans le cas de Godot, on a un bon support de Windows, Mac, Linux, et on peut développer sur une plateforme et exporter sur les autres. Je crois que même pour Mac, non, je suis pas sûr. Je pense qu'il faut un Mac pour exporter sur Mac, enfin, ou iOS. Mais voilà, donc on a aussi la gestion de Android, iOS. Et après, pour les consoles, c'est un petit peu plus compliqué. Les développeurs de Godot travaillent à un support console
plus ou moins officiels. Donc Godot, comment dire, si vous allez sur le site de Unity ou d'autres moteurs, vous allez voir, il y a l'export PlayStation, Wii, Switch, etc. Et pas sur Godot. Sur Godot, on va vous dire, bah, il y a des entreprises qui le proposent. Mais ça, c'est pour des raisons légales. Avant tout, c'est pas pour des raisons techniques. Le problème, c'est que Godot, étant un logiciel open source qui fait jusqu'à aujourd'hui partie d'une association, d'une fondation qui s'appelle la Software Conservancy, Free Software Conservancy aux États-Unis, ils n'ont pas la possibilité légale de signer un contrat avec les producteurs, les constructeurs de consoles. Donc ils ont créé une entreprise et ils sont en train de travailler là-dessus. Ils sont en train de chercher un ingénieur ou développeur qui a de l'expérience avec les consoles pour justement avoir la possibilité de proposer le code pour les exports consoles. Sachant que exporter un jeu sur console, c'est compliqué, c'est-à-dire le développeur doit toujours de toute façon signer un contrat avec le constructeur. Et puis, au niveau du portage, il y a toujours énormément de travail, il y a énormément de contraintes qui sont imposées par les constructeurs de consoles. C'est pourquoi il y a encore beaucoup de jeux qui ne sont pas portés par les studios de jeux vidéo eux-mêmes, mais ils vont travailler avec une entreprise de portage, même s'ils utilisent Unity, même s'ils utilisent Unreal, parce que ça peut être énormément de travail et puis des connaissances très spécifiques à avoir. Ok. Donc, de ce que je comprends aujourd'hui sur Godot, tu pourras pas faire un jeu pour Switch ou pour PlayStation, c'est ça? Alors on peut, mais il faut passer par une entreprise qui va... Il y a une entreprise qui a le code pour l'export console et qui va donc donner un framework. En gros, je pense pour la Switch, peut-être pour la PlayStation 4, 5, qui va permettre donc de faire son propre portage et d'exporter vers ses consoles. Et puis il y a un publisher qui lui fait plutôt... Ils font le portage eux-mêmes avec Godot. Mais voilà, il y a ces deux options-là aujourd'hui. Ok, canon. Euh, du coup, quand on parle aussi de toute cette évolution, enfin, alors moi, je j'ai jamais fait de jeu vidéo. Enfin, j'ai rêvé de faire un jeu vidéo quand j'étais plus jeune, et puis avec un pote, on n'est jamais allé très loin. Mais pour moi, ça reste quand même des environnements qui sont quand même d'une complexité assez énorme. Tu nous as parlé de quasiment 20 ans de travail sur Godot pour que on en arrive à là où on en est aujourd'hui. J'imagine qu'en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Ma question, c'est à quel point est-ce que ces évolutions peuvent porter des breaking change à chaque évolution majeure? Tu m'as dit qu'il y a la version 4 qui va sortir prochainement. À quel point est-ce que si je fais un jeu sur Godot, demain, je peux mettre à jour le moteur de manière hyper simple et bénéficier de nouvelles choses? Ou est-ce que, au final, c'est des mécaniques suffisamment complexes qui font que chaque mise à jour va nécessiter un travail de réécriture qui peut être plus ou moins important selon les cas? Et est-ce que ça s'est produit par le passé? Ouais, alors absolument. Bon, disons que sur Godot, il y a plus de possibilités de mettre à jour le moteur que sur d'autres moteurs. Un moteur comme Unity, typiquement une entreprise, elle va commencer sur une version et elle va pas la mettre à jour. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais quand j'ai travaillé avec Unity, c'était ça. On commençait avec la version 3.5, par exemple. On restait sur la version 3.5 pendant tout le développement parce que la mise à jour du moteur, ça, il y a toujours énormément de choses qui changent, des API qui doivent changer et des choses dans les formats de fichiers. Il peut y avoir des petites incompatibilités, donc c'est toujours compliqué de mettre à jour le moteur. Ça peut créer des gros problèmes. Sur Godot, sur une version majeure, par exemple, vous commencez avec la version 3.1, vous pouvez passer à la version 3.2, 3.4, 3.5 et toutes les versions bug fix 3.5.1, etc., sans trop de difficultés. Il y a toujours des changements, euh, mais ils essayent de maintenir plus ou moins la compatibilité. Ce qui est toujours compliqué sur un moteur de jeu parce que c'est plein de librairies, c'est plein d'outils en un, et puis parfois pour régler un bug, eh ben, il faut juste changer le comportement d'une certaine API. Donc au niveau de la physique, s'il y a une physique qui est un petit peu instable, ben, un problème c'est que si vous avez codé votre jeu en tenant compte de l'instabilité du moteur physique, vous allez avoir tout un tas de code qui va plus bien fonctionner lorsque vous allez mettre à jour le moteur. Même si c'est juste un bug qui est réglé, c'est pas un bug au sens une erreur de compilation, c'est un comportement qui va changer en jeu, manette en Parce main. que si je prends un exemple tout bête, j'imagine que si par exemple tu as mal
as un moteur qui comprend mal la notion de gravité terrestre, par exemple. Du coup, quand je crée mon jeu, je vais faire des mouvements et des déplacements qui compensent l'erreur de gravité pour reproduire une gravité terrestre. Et du coup, le jour où tu mets à jour ton moteur pour qu'il reproduise bien la gravité terrestre, bah, ma compensation devient une exagération de la gravité, du coup. Oui, voilà, ça peut être un exemple, ça peut être des choses comme ça, effectivement. Euh, et donc, ça peut causer des bugs visuels ou des bugs de gameplay pour le joueur, même s'il n'y a pas d'erreur au niveau du code. Et après, ce que Godot fait, là, par exemple, pour la version 4, alors je pense que c'est en grande partie dû au fait que ce soit open source. Il y a plein de gens qui veulent utiliser la version 3 et qui veulent passer à la version 4 parce qu'il y aura plein de fonctionnalités nouvelles, d'améliorations. Et donc, il y a des gens qui travaillent à un convertisseur de projet qui va convertir les fichiers de scène, etc., autant que possible à Godot 4. Quand il y a une conversion automatique comme ça fait gagner beaucoup de temps, mais il y a toujours du travail manuel à faire quand on porte surtout un très gros projet. Donc ça demande de tester tout ça, mais sur Godot, je dirais que globalement, c'est assez possible. Et du fait que tous les formats de fichiers soient textuels, euh, ça rend la possibilité de régler des erreurs, une scène qui s'ouvre plus, qui est corrompue, assez facile. Je crois que c'est une direction que les gros moteurs ont pris. Unity, maintenant, c'est ça. Aussi, je crois que les formats de fichiers sont textuels aussi, ce qui permet de régler des soucis de fichiers corrompus à la main. Ouais. Ouais. Alors du coup, sur ces évolutions qui peuvent du coup casser un comportement qui aurait déjà été codé par des jeux, comme on est quand même sur un moteur open source, est-ce que du coup il y a une espèce de comité de review pour ce genre de choses qui va valider ou non la correction, enfin l'évolution avec les dommages collatéraux que ça peut engendrer? Alors la manière dont c'est fait, c'est plutôt, et ça s'applique plus ou moins à tous les moteurs de jeu, quand il y a une nouvelle version majeure qui sort, euh, en gros, c'est on casse la compatibilité, on ne se soucie pas des anciens projets. Après, pour ce qui est de Godot, la communauté va tester, va donner des retours aux développeurs. Il y a de la revue par les pairs sur tout le code qui rentre dans le moteur. Donc, a priori, il est testé. Voilà, pour tout ce qui est les comportements de physique ou autre, ça doit être testé à la main pour voir, on fait des démos, on fait des prototypes de jeux où on va regarder comment ça se comporte avant, après. Et puis les gens disent, bah voilà, c'est une amélioration, on veut ça, même si ça casse la compatibilité. Et typiquement, c'est voilà, quand on passe de Godot 3 à 4, là, euh, ils en profitent pour casser la compatibilité avec énormément de choses. Et puis en même temps, en ayant ce convertisseur de projet qui va permettre de porter son projet de la version 3 à la version 4. Mais c'est globalement comme ça que ça se passe sur les jeux, c'est-à-dire on fait souvent des versions majeures qui vont casser la compatibilité, et donc si on fait un jeu sur la version 3 d'un moteur ou la version 10 ou peu importe, on va avoir tendance à rester sur cette version jusqu'à la fin du développement. Je suis assez surpris de presque cette volonté de casser les compatibilités que tu évoques sur les versions majeures. Ça me paraît fou. Enfin, tu vois, quand tu as un framework web qui a ce genre de pratique, en fait, c'est un scandale. On entend parler pendant des mois et des mois, voire peut-être même des années dans certains cas. Je ne citerai personne. Euh, Ma question, du coup, c'est est-ce que c'est une politique qui est induite euh, par le domaine particulier du jeu vidéo où tu as des capacités de machine qui évoluent extrêmement vite et qui font que bah, les moteurs 3D, les moteurs de physique évoluent à des vitesses grand V et qu'à un moment, il faut vraiment quasiment tout casser pour refaire? Est-ce que c'est les joueurs qui ont des mécaniques qui s'ajoutent, des habitudes, tu vois, ouais, des habitudes qui changent et qui font que bah, il faut créer un nouveau genre de jeu et donc, bah, pour ce nouveau genre de jeu, il faut du coup casser des choses. Tu vois, d'où vient cette volonté et cette capacité, parce que du coup, j'imagine que c'est accepté par la communauté, d'où Ouais. vient cette capacité à faire comme ça des breaking change aussi massifs à chaque version majeure? Mhm. Ah oui, c'est simplement le fait que c'est les deux premières raisons que tu as évoquées. Le fait que euh, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'améliorations dans le domaine du jeu vidéo, et notamment quand on va faire une nouvelle version majeure d'un moteur de jeu, typiquement c'est pour améliorer les performances, c'est pour améliorer le rendu visuel, c'est pour ajouter un certain nombre de fonctionnalités qui, euh,
comment dire, pour les gens qui sont pas dans le jeu vidéo, ce qu'il faut voir avec le jeu vidéo, c'est que dans le monde du jeu, tous les objets, et là je parle au sens programmation orientée objet, tous les objets veulent des informations à propos de tout ce qui se passe dans le jeu. C'est-à-dire, quand un personnage va rentrer dans un mur ou un truc comme ça, il y a pas de séparation vraiment. Il y a énormément de couplage en fait dans le code de jeu. Donc quand on veut euh, améliorer de façon majeure le moteur de rendu, euh, on est obligé de changer parfois les technologies de base, qui sont les sous-bassements du moteur. Donc c'est le cas pour Godot 4, qui passe de principalement être un moteur basé sur OpenGL à un moteur basé sur Vulkan, qui est une nouvelle API de rendu bas niveau qui permet de plus haute performance et différentes techniques de rendu. Euh, on va avoir voilà, des comportements au niveau de la physique. Comme je l'expliquais, le comportement dans le jeu, c'est pas par rapport aux joueurs, mais c'est par rapport aux développeurs, par rapport au jeu qu'ils ont créé. euh, Ils ont un bug comment dire, ils vont travailler peut-être pour l'éviter ou ils vont pas pouvoir faire une certaine mécanique de jeu parce qu'il y a ce bug ou cette limitation du système de physique. Et donc, à un moment donné, bah, il faut le régler ce bug. Mais le régler, ça demande de réécrire le code de la physique parce qu'il y a toutes ces dépendances dans le moteur de jeu. Et ces dépendances, elles sont pas là parce que les développeurs de jeux en ont envie. C'est une nécessité parce que les objets dans le jeu, quand vous jouez, doivent interagir entre eux. Et donc, ça nécessite de casser la compatibilité. C'est une nécessité. Ok. Et donc c'est parfaitement accepté par toute la communauté de développeurs. Donc euh, c'est du coup au final mieux chez Godot, parce que tu nous disais que chez Unity, quand tu commences ton développement avec une version, en général tu finis avec la même version, parce que du coup chez Unity c'est encore pire, même des versions mineures peuvent casser absolument tout ton jeu. Alors, ça fait assez longtemps que j'ai travaillé dessus. Maintenant, c'est des retours de collègues qui ont travaillé dessus. Disons que mes informations datent d'il y a quelques années. Euh, le fait est que les jeux vidéo les moteurs de jeu généraux comme Unity sont des bêtes très très complexes et donc c'est difficile d'assurer une stabilité d'une version à une autre. Après, je ne sais pas comment le développement se passe aujourd'hui, mais euh, je crois que Unity a tendance à faire des nouvelles versions qui vont casser parfois des anciens fichiers, etc. C'est un super moteur, hein. C'est pas pour dire que c'est un mauvais outil, c'est un moteur extrêmement puissant et ils ont sans doute des raisons pour lesquels il se passe ça. Peut-être c'est la base du code source ou des choses comme ça. Euh, Godot étant un projet open source, ils ont la possibilité de dire bah, maintenant on va se focaliser sur réécrire les fondations du truc. Et puis ces vieilles fonctionnalités, bah, on va les enlever. Dans les logiciels propriétaires, souvent, on empile les fonctionnalités plutôt qu'on ne les remplace. Je parle bien des logiciels, voilà, parce que des outils comme Godot ou Unity, il y a une partie logiciel, un éditeur avec des fenêtres, des outils, des boutons, etc. Et Godot, comme ils peuvent se permettre ça, ils ont un petit peu plus peut-être de flexibilité qu'une très grosse entreprise comme Unity, qui a aussi une beaucoup plus grosse base d'utilisateurs dans beaucoup plus de domaines différents. Donc peut-être une complexité du code beaucoup plus élevée. Godot fait aussi des choix pour déléguer un certain nombre de choses à des plugins euh, et, et garder un cœur qui est pas trop trop gros. Alors quand on dit pas trop trop gros, actuellement c'est 1 700 000 lignes de code, pour vous donner une idée. Mais d'autres moteurs, c'est pire. Ok. Ah. Ça donne effectivement une idée de la taille de l'ensemble ce que ça représente. Alors du coup, justement, avec autant de lignes de code, avec autant de fonctionnalités, autant de capacités, en termes de performance, est-ce que ces moteurs de jeu aujourd'hui sont d'une gourmandise extrême? Comment ça se passe, cette optimisation de la performance? Pour les jeux, il y a quand même aussi, quand tu es dans un environnement mobile, voire même sur une console, tu as quand même un environnement qui est très fermé. Comment est-ce que tu gères les performances et la consommation de ressources? Mhm. Alors justement, le domaine du jeu vidéo, c'est encore un domaine de la programmation où les performances sont essentielles. Et donc, les moteurs de jeu et puis leurs nouvelles versions, généralement, vont chercher à équilibrer euh,
des nouvelles fonctionnalités ou des fonctionnalités très chouettes pour les développeurs de jeux, et puis maximiser les performances. Quand je dis des fonctionnalités chouettes, en fait, il faut voir que donc des moteurs comme Unity, Unreal, Godot, c'est des moteurs qui vont chercher à permettre de créer toutes sortes de jeux, des moteurs généraux, et donc ils sont obligés de faire des compromis, soit des compromis en termes d'architecture, donc ils sont obligés de pas mal utiliser, pour Unity, ils sont obligés d'utiliser le système de ECS, Entity Component System, qui est sans doute peu utilisé dans d'autres domaines, mais qui est très présent dans le jeu vidéo, qui permet d'avoir de très bonnes performances, d'avoir des données alignées en mémoire, et donc de maximiser les calculs CPU, tout en ayant une très grande flexibilité, sans savoir ce que l'utilisateur va faire du moteur. Godot a une architecture différente, basée sur des serveurs bas niveau, donc littéralement le pattern serveur, avec une API bas niveau où on va envoyer des ID, on va faire une queue d'instructions, en gros. Et ces serveurs sont utilisés par l'API un petit peu plus haut niveau, les nœuds qu'on va créer dans l'interface, les scripts qu'on va écrire. Et donc, on a la possibilité d'utiliser les deux en tant qu'utilisateur. Donc, le bas niveau pour les performances, si on a besoin pour quelque chose de spécifique. Donc, il y a toujours une recherche d'une maximisation de la performance. Et puis, avec les versions, bah, ce qui change beaucoup avec le temps et qui nécessite de refaire des nouvelles versions des moteurs, euh, ça va être le fait bah, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parallélisme. On va avoir des processeurs avec de nombreux cœurs et il va falloir maximiser l'utilisation de tous les cœurs de ces processeurs. Il y a aussi eu l'évolution de la fréquence des processeurs qui a évolué beaucoup plus vite que la vitesse de la mémoire, la vitesse à laquelle on peut pomper des données depuis la mémoire vive de l'ordinateur vers le processeur. Donc, un moteur, bah, dans le cas de Godot, le passage de la version 3 à la version 4, c'est aussi un gros travail sur le passage d'un modèle principalement euh, un seul cœur, parce que la base de code de Godot commençait à se faire un petit peu vieille, avec plusieurs processus qui étaient sur des threads différents, à un passage avec beaucoup plus d'utilisation du multicœur. Ensuite, pour ce qui est du mobile, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que les moteurs type Unity, Godot vont avoir plusieurs systèmes de rendu. Et donc, il y a un petit peu le système pour le mobile et puis le système pour les PC récents, les consoles récentes. Ou, autrement dit, le système peu gourmand en ressources et puis le système plus gourmand qui nécessite un matériel plus récent. Ok. Euh, je suis intrigué par ces patterns que tu as évoqués de CS et côté serveur, cette approche serveur sur Godot. Euh, alors, juste déjà pour être sûr que ce soit pas, avant d'aller creuser l'aspect serveur de Godot, cet aspect CS, c'est-à-dire c'est quoi en fait? Tu as un instant T, une description de tous les éléments qui ont lieu dans la scène ou dans le jeu, et tu as du coup après un calcul de rendu qui est fait sur ces éléments-là. Ça correspond à quoi ce modèle ECS? Alors, en gros, euh, le rendu dans le jeu vidéo, et puis tout un tas d'opérations, demandent de faire des calculs extrêmement nombreux. Et donc ces calculs-là doivent être optimisés. Euh, et pour faire ça, il faut des arrays en mémoire avec des données à la suite les unes des autres. Des données contiguës, on va dire. On va faire des calculs, je ne sais pas, sur la position des objets dans l'univers du jeu, la position des personnages, des ennemis, etc., qui se déplacent. L'idéal, c'est d'avoir une array avec toutes les positions alignées verticalement. Parce que les processeurs peuvent les prendre aujourd'hui par groupe de 4 ou par groupe de 8, ce qui permet de gagner beaucoup en performance de calcul, en vitesse de calcul. Euh, le truc, c'est que quand on fait par exemple de l'orienté objet avec un langage comme C++, si on crée plein d'objets directement avec chacun sa position, sa rotation, son échelle, son sprite, sa texture, son image à montrer sur l'écran, euh, là on va avoir euh, euh, pour comment dire, mettre à jour la position de tous les objets dans le monde, bah, va falloir aller chercher l'objet, puis aller regarder sa position, faire le calcul là-dessus. On n'a plus la possibilité de les faire 4 par 4 ou 8 par 8, et puis on va avoir beaucoup de temps perdu à passer sur chaque objet, à aller regarder leurs propriétés. Donc pour pallier à ça,
le pattern de Entity Component System va permettre d'avoir une entité, ça peut être un personnage dans un jeu, par exemple, et puis de lui associer des composants. Donc on va dire, il a un composant physique. Il va pouvoir s'arrêter quand il touche un mur. Il va avoir un composant son. Il va pouvoir jouer un son. Il va avoir un composant qui va gérer ce qu'on appelle sa transformation, c'est sa position dans l'espace, sa rotation, etc. Et donc ça permet ensuite pour le moteur d'avoir tous ces composants alignés en mémoire. Donc le moteur, sous le capot, il va avoir tous les composants de transformation. Dans une array, il va avoir tous les composants physiques. Et en fait, ça va permettre de maximiser les performances, encore une fois, sans savoir vraiment ce que ces composants sont, comment l'utilisateur va utiliser le moteur. Parce que ça, c'est pour les moteurs généraux. Si vous faites un jeu spécifique et que vous faites le jeu à partir de quelques librairies, vous faites le moteur pour votre jeu, là, vous allez pouvoir simplement coder de manière à maximiser les performances, tout en utilisant une architecture assez simple en fait pour votre jeu. Vous n'allez pas vous soucier d'avoir une architecture très flexible. Mais pour des outils comme Unity ou Godot, il faut une architecture qui permet aux gens de créer des choses qu'on ne connaît pas à l'avance. On ne sait pas quelle mécanique le jeu va avoir, s'il va avoir des personnages, si ils vont bouger de telle ou telle manière. Et donc, c'est des architectures, l'architecture ECS, c'est une architecture assez simple, assez flexible pour ça. Elle Ok. est très utilisée par plein de moteurs de jeu, autres moteurs open source, pour cette raison. Je trouve ça, euh, je trouve ça génial, en fait, cette approche très différente qui effectivement apporte plein d'avantages. Euh, J'aurais plein de questions sur comment creuser tout ça, mais on n'est pas là pour parler de CS. Alors, donc, du coup, la logique chez Godot, c'est, donc tu nous as dit, une approche serveur, c'est ça? Alors, du coup, Ouais. tu peux nous détailler ça un peu aussi? Ok, donc l'approche serveur, c'est une approche, en fait, si vous voulez, on parle beaucoup aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo, et je pense pas le seul, dans la programmation système, etc. On a parlé de programmation orientée objet, programmation fonctionnelle, de différents paradigmes comme ça. Et un paradigme qui a pris de l'essor, je ne sais pas exactement depuis quand, parce que ça fait pas très tant d'années que ça que je suis développeur, mais on va dire depuis 10, 15 ans peut-être, c'est la notion de programmation orientée données. Parce que l'alignement, donc les structures de données qu'on a dans nos programmes ont une influence énorme sur les performances du programme en sortie. J'ai mentionné l'exemple du processeur qui peut, voilà, quand les données sont contiguës et du même type en mémoire, il peut les prendre, au lieu de les prendre une par une, il peut les prendre par paquet de 4, 8, et faire tous les calculs en même temps, sans que ça prenne plusieurs cycles de processeurs, plusieurs cycles de calcul. Euh, donc là, tous les moteurs de jeu du type de Godot, de Unity, de Unreal ont un cœur, une fondation qui est orientée données pour les performances. Et la stratégie de Godot pour ça, c'est d'utiliser ce qu'ils appellent des serveurs. Alors, je ne peux pas vous parler de la partie vraiment très bas niveau, qui est l'utilisation de l'API Vulkan, de toutes sortes de calculs physiques, etc., parce que c'est des zones de spécialité, et je ne suis pas spécialisé là-dedans. Cependant, ce qu'on voit, nous, en tant qu'utilisateurs de Godot, au niveau du pattern de serveur, c'est que on va avoir un certain nombre de commandes qui sont assez bas niveau. Donc on va pouvoir appeler tout un tas de fonctions auxquelles on va passer un ID, un numéro qui représente une ressource dans le moteur. Euh, je vous prends un exemple. Il y a un système qui permet de trouver à une intelligence artificielle de trouver son chemin dans un niveau de jeu. Donc on va dessiner des polygones qui représentent la zone que l'intelligence artificielle peut parcourir. Et puis on va pouvoir dire, bah, je veux savoir le chemin vers le joueur, ou le chemin vers telle entité, ou vers la porte, ou voilà. Et donc on va avoir toute une API qui va nous permettre de dire, eh ben, je vais aller retrouver le polygone sur lequel mon intelligence artificielle peut naviguer. Il a un ID. Et à l'API de serveur, je vais dire, bah tiens, je te passe l'ID de ce polygone, je te passe l'ID de l'agent, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui va pouvoir faire quelque chose, et puis donne-moi le chemin.
Et puis, sous le capot, Godot a un certain alignement des données, etc., qui va permettre comment dire, de traiter ces commandes de sorte à garder les données alignées et à maximiser les performances. Plus ou moins, parce qu'évidemment, l'optimisation, il y a toujours le problème du temps investi, comment dire, du travail à faire pour optimiser les performances de chaque système. Donc, si chaque système a un serveur, maintenant dans Godot, il y a un serveur audio, un serveur physique, etc., auquel on peut envoyer des commandes. Ils vont avoir différents niveaux de performance et d'optimisation en fonction du temps qui a pu y être investi. Donc, si je comprends bien, tu as un serveur au sens presque un serveur web. Alors, sauf que du coup, c'est tout au même endroit, mais c'est un peu la logique. Du coup, tu as un environnement auquel tu vas lui envoyer les infos sur une position et du coup, il aura toutes les positions de tous les éléments de ton jeu et il pourra du coup te les positionner. Tu auras un serveur dédié, je sais pas, pour gérer les barres de vie, un serveur pour gérer effectivement les déplacements. Alors, C'est ça, cette notion de features, entre guillemets? C'est plus bas niveau que ça, c'est vraiment serveur physique, serveur audio, serveur rendu du texte, par exemple, comment est-ce qu'on place le texte, etc. Et oui, en fait, le plus simple, c'est de l'expliquer comme ça. C'est un serveur au sens de, on va lui faire des requêtes, on utilise une API pour ça, on va appeler des fonctions, et puis le serveur va nous renvoyer des réponses, il va nous renvoyer les données qu'on cherche. Donc c'est ça, sauf que ça passe pas par le web, ça passe pas par du réseau. Ouais. Ce pattern, c'est instantané en fait, tout ça. Et après, sous le capot, Godot gère, en fonction des commandes qu'on lui a données, voilà, comment les données vont être euh, remplies, comment les structures de données vont fonctionner et comment les algorithmes, à quel moment ils vont être exécutés, etc. Ça peut être entre le moment où on envoie un certain nombre de requêtes et le moment où les calculs sont effectués réellement, peut y avoir un délai de plusieurs millisecondes, etc. Il y a, comment dire, toute une gestion aussi du timing des opérations dans un moteur de jeu. Ok. Canon. Je trouve je trouve ça fascinant d'avoir eu une approche de dev complètement différente, adaptée à une activité en particulier. Tu nous as dit en Mhm. plus tout à l'heure que on peut du coup aussi utiliser Godot avec du Rust. On nous a dit dans le chat qu'on peut aussi faire du Kotlin, du Java. Enfin bref, on peut vraiment choisir le langage qu'on veut. Est-ce que du coup Godot est utilisé pour autre chose que faire du jeu vidéo aujourd'hui? Oui, ben, pour des applications, on est quelques personnes à l'utiliser, nous on l'utilise pour ça. Euh, et il y a plusieurs outils autour de la création de jeux vidéo que des gens font avec Godot. Donc il y a un logiciel de pixel art, de dessin en pixels, donc pour faire des images dans le style des jeux de la Super Nintendo ou de la Game Boy Advance ou tout ça, qui a été fait sur Godot, qui s'appelle Pixelorama. Il y a un outil de création procédurale, donc généré par l'ordinateur, de matériaux pour utiliser dans les jeux. Donc on va utiliser, c'est comme un langage de programmation visuelle, en fait, qui permet de produire des images. Et donc ça va permettre de faire, je ne sais pas, des briques, etc. Mais avec la possibilité, une fois qu'on a créé son programme visuel, c'est un graphe, on va pouvoir changer des paramètres et dire bah, je veux que les briques soient un peu plus petites, et puis ça va se changer en temps réel. Voilà, et on va pouvoir récupérer les images et les mettre dans son jeu pour voir les briques sur un mur, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Un exemple, c'est que voilà, dans les voitures Tesla, il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait du code de Godot, les formats de fichiers d'animation sur l'écran. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a là-dedans. J'imagine que c'est une interface pour voir l'état de la voiture, etc. Mais donc, on a vu qu'il y avait Tesla qui utilisait Godot d'une manière ou d'une autre. Euh, donc voilà, Godot est utilisé pour ça. Nous, on l'utilise pour, si vous connaissez FreeCodeCamp, Codecademy, des sites qui permettent d'apprendre la programmation pour les débutants avec des applications interactives dans le navigateur. Nous, on a fait quelque chose comme ça avec Godot pour le langage de Godot, par exemple. Donc, c'est-à-dire, tu as créé une espèce de jeu qui permet d'apprendre à coder ou Ouais, c'est c'est quoi ça. le... Ok. On va dire que c'est une application, c'est un genre de cours. Il y a une partie leçon et puis il y a une partie exercice.
où on va pouvoir coder directement dans le navigateur, mais sans avoir à télécharger Godot, l'installer, créer un projet, etc. C'est une interface très simplifiée où on va juste avoir un petit peu de code et puis des aides pour les débutants. Donc, par exemple, nous, on a visé un petit peu des élèves de collège, lycée, des adultes qui veulent apprendre la programmation, qui n'ont aucune connaissance. Et donc, bah, les erreurs, c'est toujours quelque chose d'assez difficile pour les débutants. Donc, on a un système qui va traduire les erreurs et qui va vous dire quand vous avez une erreur, voici le message, pourquoi est-ce que ça arrive, voici des pistes pour régler l'erreur, etc. Donc, on a fait ça dans Godot pour avoir une certaine interactivité et puis pour pouvoir avoir des petits personnages animés, des petites choses. Donc, quand on va réussir à... On va avoir un exercice où on va coder. On va avoir quelques instructions, des prérequis pour remplir l'exercice. Et puis quand on le réussit, bah, il y a une sorte de petite Game Boy dans laquelle on va voir le résultat de l'exercice. Donc si vous connaissez le langage Logo qui avait été créé pour l'enseignement, on a repris le concept. C'était un langage où il y avait un curseur qui était une petite tortue, et puis on lui donnait des instructions. C'était pour apprendre la géométrie aux enfants. Et en fait, on pouvait lui dire avance, tourne, etc. pour dessiner un carré, un losange, toutes sortes de choses. Et donc, on a repris ça, mais pour enseigner la programmation et puis pour faciliter l'accès à la programmation et à la programmation de jeux vidéo qui est assez compliqué aux débutants. Ok. Et du coup, c'est pour apprendre le GDScript, c'est ça, le langage de Godot, ou c'est pour apprendre tout type de programmation que vous avez créé ça? Non, c'est spécifiquement. Alors, c'est un peu les deux. Je pense que donc aujourd'hui déjà à l'école, dans les cours de programmation pour les étudiants au collège, au lycée, dans pas mal de régions du monde, on utilise des outils de programmation visuelle qui sont pensés un petit peu pour les jeux vidéo, pour l'interactivité, pour motiver les étudiants. Un qui est très connu, c'est Scratch, un Mhm. langage de programmation visuelle qui nous vient du MIT et qui est vraiment pensé pour les enfants. C'est comme des blocs de Lego, et puis il y a des formes, un petit peu comme des formes de pièces de puzzle, pour que les enfants voient directement, bah, tiens, tel bloc, qui va être un bloc boucle ou un bloc variable ou quoi, bah, je vois directement que je peux l'encastrer là-dedans. Et donc ça aide vachement à voir comment les morceaux de code s'emboîtent les uns dans les autres. Euh, et bon, on va dire que après ça, pour passer d'un outil aussi visuel à du code écrit, bah, l'étape suivante, souvent, c'est le langage Python. Et le langage Python est très bien, mais disons que si on veut, pour les élèves, pour les motiver, si on veut leur faire faire des jeux vidéo, ce que certains professeurs font, euh, les outils sont pas toujours incroyables ou il y a peu de choses visuelles. Le langage est pas toujours le plus simple ou le plus adapté, même si c'est assez simple. On parle bien là d'étudiants collège-lycée. Et Godot a l'avantage d'avoir ces outils visuels, etc. Donc ça intéresse pas mal de professeurs, ça intéresse pas mal de gens pour enseigner l'après Scratch, pour voilà, faire passer les gens du visuel à du code écrit, et ce qui leur fait un marchepied pour ensuite apprendre autre chose, qu'ils aillent vers le web, qu'ils aillent vers le Python, qu'ils aillent vers un langage plus euh, entreprise, Java, ce genre de choses. Et donc nous, ce qu'on aspire à faire, c'est quelque chose comme ça. Donc je dirais un petit peu les deux, même si évidemment, bah, on enseigne un langage qui est propre à Godot, donc forcément, c'est propre à Godot. Mais les concepts qu'on enseigne, comme qu'est-ce qu'une fonction, comment ça marche, comment est-ce qu'on structure un programme, etc., qu'on va chercher à enseigner, ça sont des compétences de base qui s'appliquent à tous les langages de programmation. Ok. Moi, j'ai découvert assez récemment, depuis que je suis encadrant dans l'école Adatech School, qui est une école de reconversion pour développeuses. Un des premiers projets qu'on donne aux apprenantes, c'est un projet en Pico 8, qui est aussi Ouais. un langage qui est fait pour apprendre à faire, enfin, pour faire des jeux vidéo et qui est assez simple, qui permet du coup d'avoir une première approche de cette logique de programmation assez ludique, mais qui fait quand même très mal aux yeux. Faire du Pico 8, Ouais. t'es pas loin de la crise d'épilepsie à chaque heure que tu passes. Euh, c'est quoi juste toi ta perception d'outils comme ça pour l'apprentissage? Je pense que c'est excellent. Pico 8, c'est super, donc c'est une console virtuelle. Euh,
J'ai beaucoup d'affection pour ça parce que j'ai connu le créateur de ça vit au Japon. Il faisait des meetings et tout ça. Et à chaque meeting, c'était, il disait j'ai fait tel truc sur Pico 8, mais il avait fait un outil de création musicale ou des trucs comme ça. Enfin, c'était toujours incroyable. Il était hyper productif. Mais effectivement, ces petites consoles ont les limites de l'interface est très pixelisée. Voilà. Euh, je pense que ces outils sont géniaux. Il y a le langage processing qui est très bien aussi, qui est un langage de programmation pour faire des visuels, justement, des choses, manipuler un petit peu ce qu'on va montrer à l'écran. Euh, je pense que tous les outils interactifs comme ça sont très bons pour motiver les gens à apprendre la programmation, surtout si on veut la rendre plus accessible ou si, ce qui est souvent l'objectif dans les écoles, collèges, lycées, on veut donner un petit peu un sens de ce qu'est le numérique, comment ça marche, etc. aux enfants. Et donc ça, c'est très bien parce que ça les motive à apprendre quelque chose qui peut être rébarbatif. Si je prends ma propre expérience, j'ai été enfant, jeune, dégoûté par le C++. J'ai testé ça, je me suis cassé les dents dessus, sur de la programmation, truc sur, comment dire, console, un vide de commande. Et puis, j'ai redécouvert la programmation, je suis parti dans l'art, le graphisme, et j'ai redécouvert la programmation beaucoup plus tard, à travers la programmation de jeux vidéo. Et puis là, je me suis rendu compte que c'était assez cool parce que on code un truc, et puis trois lignes, et puis le personnage bouge à l'écran. Et donc, on a un retour très rapide sur ce qu'on fait, sur ce qui marche, sur ce qui marche pas. Et je pense que c'est une manière très efficace d'apprendre. Et il y a beaucoup de langages de programmation aussi qui n'ont pas des systèmes d'erreur, des systèmes de retour euh, qui sont euh, très clairs pour les débutants. En fait, on se casse les dents sur plein plein de choses. Et sur les langages qui sont les plus utilisés, même, j'utilise beaucoup Python. Et même ça, même si c'est assez accessible aux enfants avec un professeur derrière, et ben quand même, si on laisse l'enfant tout seul et puis qu'il y a des erreurs dans son code, les erreurs sont un petit peu cryptiques, elles sont un petit peu difficiles à comprendre. Ouais, canon. Je, j'adore cette histoire de ton retour au code après ce passage dans la création. Je suis d'accord, hein, je trouve que c'est un métier formidable. J'ai fait des crochets aussi avant d'y revenir. Merci de ce partage. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris sur cet épisode qui était absolument captivant. On n'a pas eu le temps d'évoquer tous les sujets que j'avais envie d'évoquer. J'en étais à peu près sûr. Il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait encore creuser. Avant de terminer, est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit, je sais pas, une chaîne YouTube, un compte TikTok, un livre, une conférence que tu aurais envie de conseiller à tous les auditeurs d'IFTTD? Spécifique à Godot ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Tu es libre de ton choix. Hmm. Ça peut même être quelque chose de non technique. Peut-être comme je suis plus sur la partie éducation, je vais vous en donner deux pour deux publics différents. Si vous avez des enfants, si vous avez de la famille, un petit frère, une petite sœur, quelqu'un à qui vous aimeriez faire découvrir le code, euh, le cours, ah, c'est en anglais, vous me direz, mais le cours de Harvard CS50, CS50, est super. Il vous fait faire du Scratch, du Python, du C très rapidement aux élèves pour apprendre les bases de la programmation, du computer science, justement. Et voilà, c'est un des meilleurs cours que j'ai eu l'occasion de voir. Et on a pris beaucoup d'inspiration sur les nouveaux cours qu'on fait pour essayer d'améliorer l'accessibilité à la programmation de jeu. Si vous vous intéressez à la programmation de jeu, moi je vous conseille d'essayer Godot, évidemment. Là, c'est simple, allez sur le site officiel, vous cherchez Godot Engine. Vous allez trouver une documentation en français avec un tutoriel de démarrage. Et puis, c'est un tout petit logiciel. Il est très rapide à télécharger. Il fonctionne même en ligne dans le navigateur. Il y a une version navigateur que vous pouvez utiliser pour démarrer. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais vous conseiller. Vous pouvez essayer de vous amuser un petit peu dessus, le découvrir. Et en tant que développeur, le développement de jeu, c'est très intéressant parce que
Alors quand on vient du web, quand on vient du développement logiciel, on va être très surpris par le fait qu'il y a beaucoup de code impératif. Il y a une partie qui est orientée objet aussi, mais qu'on ne code pas du tout de la même manière, en règle générale, que sur le développement de logiciels, etc., pour de bonnes raisons, pour les besoins de la création de jeux. Mais ça donne une autre perspective sur son code et je pense que c'est toujours enrichissant comme de découvrir toutes sortes de paradigmes. Donc voilà, c'est ce que je vous conseillerais. Canon. C'est vrai que les cours d'Harvard, même de manière générale, les grandes écoles US, moi j'ai appris le Swift avec un cours de Stanford qui était dispo gratuitement. Et bon, ça, il y a plus de 10 ans. Je trouve ça formidable qu'ils mettent à dispo comme ça leurs ressources pour tous les devs de manière entièrement gratuite. Je trouve que c'est un super truc. Donc, on mettra le lien, bien évidemment, en description pour que les gens puissent le retrouver facilement. Avant de terminer, j'aurais une dernière question pour toi, Nathan, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Tabulation, parce que dans GDScript, c'est les tabulations. Non, mais je suis pas sectaire. En Python, c'est espace, ça dépend du langage. Ok, top. Merci beaucoup pour cet épisode, Nathan. Merci et merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. La partie podcast va s'arrêter là. Nous restons bien évidemment en live si vous avez encore des questions pour Nathan et pour continuer la discussion sur tous les sujets qu'on a pu louper jusque-là. Je vous remercie de continuer à partager ce podcast autour de vous. C'est un vrai kiff de pouvoir découvrir autant de choses. Voilà, le monde du jeu vidéo, je commence à y voir un peu plus clair, mais je trouve ça fascinant cette création. J'ai appris aujourd'hui ce concept de programmation ECS et serveur, qui est une approche complètement différente. Ça donne envie de faire plein de trucs sur Godot pour essayer justement d'autres choses et après peut-être même sur Unity. Enfin, il y a des tas de trucs à faire. Je trouve cette approche très intéressante. Donc, merci de me permettre de découvrir tout ça et donc de continuer à partager ce podcast autour de vous pour qu'il continue à prendre de l'ampleur. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.